la Goodyear, qui est la voiture du team Jota, autrement dit l'Oreca qui roule effectivement en Goodyear contre Michelin pour United Autosport. Cette Oreca est au stand. Non, elle en repart à l'instant. Antonio Félix d'Acosta pour un arrêt ravitaillement de routine, sans même d'ailleurs changer les Goodyear en question, les fameuses enveloppes de pneus. Reste pour l'instant à assez courte portée quand même de United Autosport. C'est ça qui va nous donner également du piment dans le dénouement de ces 24 heures du Mans. C'est la faiblesse des écarts, comme souvent d'ailleurs ces dernières années. Tant mieux, les scénarios placés sous le signe du suspense suivent et ne nous laissent pas, bien au contraire. Antonio Félix d'Acosta est ressorti pour poursuivre son relais. Feuille de route, réduire l'écart de 1 minute 53 qui le sépare, cet équipage en tout cas, de celui du team United Autosport, leader des LMP2. Adrien de Leener avec la Porsche numéro 88. Alors l'équipage dernier du classement, mais est reparti quand même, il faut le dire, alors que sont arrêtés les Ferrari du team Iron Lynx numéro 75, Ligier Inter Europol numéro 34 aussi. Pour la Porsche l'MC Proton Racing numéro 99, c'est un arrêt de 4 minutes 29 qui a été justement observé ces derniers instants. Augusto Farfus est avec l'Aston Martin numéro 98, repassé par les stands, mais lui à mon avis est attendu alors qu'il y a une Oreca, une voiture globalement qui ne va pas très bien depuis assez longtemps. Le team ne l'a pas caché via les réseaux sociaux. C'est l'Oreca du Racing Team Nederland. Elle est, je dirais, encore à son stand. Nick De Vries au volant. Ah, il est reparti, tant mieux. La voiture est signalée au ralenti par les commissaires. Si Romain Dumas vient de boucler un tour en 3 minutes 21 secondes, 854 millièmes. Jamais depuis hier 14h30, la Rébellion R13 Gibson numéro 3 n'avait été poussée aussi vite sur un tour. Alors qu'il y a une traversée ou une prise d'échappatoire au niveau du poste 11, la première chicane des Hunaudières. Pour la Ligier Inter Europol numéro 34 qui est reparti, et ça aussi c'est une bonne nouvelle pour une voiture qui a été tout à l'heure à l'origine d'un slow zone alors que son pilote était parti en tête actuelle à Danop. Pilote en question maintenant est Jakub Śmieszowski dans un tour d'installation. Voilà, nous prenions des nouvelles pour savoir quelle voiture avait été tout à l'heure signalée par les commissaires au ralenti. C'était la Ferrari du team Hub Autoracing numéro 72. Mais Marco Gomes a repris confiance avec une voiture qui roule très normalement, qui ne s'est pas arrêté au stand pour autant. Et il y a un pilote qui n'amène pas les commissaires à s'inquiéter quant à la cadence anormalement lente de cette voiture. Ça a été effectivement vérifié pendant quelques instants. Mais maintenant, Marco Gomes roule normalement.
On va rappeler que Romain Dumas, il y a un instant, même pas 3 minutes finalement, a bouclé un tour avec la Rébellion numéro 3 en 3:21 854. C'est le chrono record pour cette voiture depuis le départ. On y croit toujours, un petit Rébellion. Clairement, c'est un message avec cette performance qui est passée à Toyota. Attention, dit-on chez Rébellion, nous sommes là. Ok, vous menez la course, mais Rébellion, dont on sait que cette participation 24 heures du Mans est maintenant la dernière, les voitures qui sont là aujourd'hui en piste sont celles qui seront présentées comme des Alpines l'année prochaine. Rébellion veut partir avec un très bon résultat de ces 24 heures du Mans 2020. C'est le cas de toute façon en ce moment. 2 et 3e, sincèrement, c'est très bien. Mais il reste 3h54. Et l'on sent clairement que tous les pilotes sont motivés à l'idée d'exercer une pression certaine pour l'équipage de la Toyota numéro 8, qui a quand même une marge de 4 tours d'avance. Mais c'est beaucoup et peu à la fois. La régulière pour les Rébellions, remonter ce handicap. Non, autant dire que la Toyota est hors d'atteinte. Par contre, il ne faudrait pas effectivement que la 8 connaisse une péripétie comme la 7 en a connu une dans le Corolla nu avec ce changement de turbo pour une opération qui a demandé 26 minutes grosso modo de temps d'intervention. Très bonne statistique également sur le site 24h-lemans.com puisque, imaginons, c'est là encore une projection dans la foulée de ce que nous évoquions il y a quelques secondes au niveau de la pression que les Rébellions exercent sur la Toyota, c'est-à-dire qu'il faut que la Toyota s'impose pour permettre d'abord aux constructeurs de repartir avec le grand trophée des 24 heures du Mans, définitivement cette fois-ci, et pour que ce que l'on va rapporter ici se vérifie. À savoir, s'il remporte cette 88e édition des 24 heures du Mans, Sébastien Buemi pourra ainsi rentrer, mais il n'est évidemment pas le seul, Kazuki Nakajima aussi, deviendra triple vainqueur de ces 24 heures du Mans et a ainsi rentré dans le club des pilotes qui ont pu signer 3 victoires consécutives. 8 pilotes avaient par le passé réussi cette performance, l'occasion de saluer même Wolf Barnato, à Ben Teleboys des années 20, Franck Villa, Olivier Jean Debien, Phil Hill, Jack Hicks, Tom Christensen, Henri Pescarolo, les fameuses 3 victoires Matra et Emanuele Pirro qui était le grand marshal de ces 24 heures du Mans 2020. Brandon Hartley, rappelons-le, pourrait signer son retour 24 heures du Mans sur une victoire, puisqu'il n'était pas revenu au volant, il était là dans le stand l'année dernière, mais ne pilotait pas. Revenu dans le stand Toyota, mais ne pilotait donc pas, sauf cette année. C'était là son retour au volant depuis sa victoire avec la Porsche 919 LMP1 qui remonte à 2017. Romain Dumas et Gustavo Menezes, on ne se fait pas de cadeaux dans l'équipe, il ne faut pas croire. Si on n'en fait pas à Toyota, entre équipage Rébellion, on ne s'en fait pas non plus. Romain Dumas, Gustavo Menezes, c'est l'écart 12 secondes et demie. 12 secondes et demie. United Autosport et Felipe Albuquerque, leader dans le classement des LMP2, 5e position. Sophia Flörsch pour l'Oreca du Richard Mille Racing Team numéro 50 est en 13e position. Elle entame un nouveau relais. Et même chose pour Nobuya Yamanaka pour Eurasia Motorsport avec la Ligier numéro 35, 15e LMP2, 19e du classement général. Nobuya Yamanaka est au volant.
Ben Keating avec, attention, poste 12, 13, on signale des drapeaux jaunes. Poste 12, 13, drapeau jaune. Donc là, nous sommes a priori dans le prolongement de la chicane Forza Motorsport, la première chicane dans les Hunaudières. Alors pourquoi? Là, je vous avoue que c'est pour l'instant une question un petit peu sans réponse. Peut-être plus pour une question de retrait de débris qu'autre chose, puisque, sauf erreur d'appréciation de notre part, il n'y a pas de voiture à passer au ralenti. Mais même pour des débris, il faut naturellement sécuriser la zone, raison pour laquelle on a pu ces dernières secondes passer en effet ou présenter ces drapeaux jaunes dans les premières longueurs après le franchissement de la chicane Forza Motorsport. Oui, comme supposé, en effet, on a sécurisé un instant la zone par représentation de drapeaux jaunes, qui pourrait presque devenir des drapeaux jaunes aussi par rapport au secteur qui était concerné par quoi? Par la détection de débris sur la piste. Et effectivement, ces drapeaux jaunes dans la zone ont permis au commissaire de rapidement venir les enlever. Donc il n'y avait bien pas d'autre fait que la nécessité de retirer ces éléments-là. Pas de voiture au ralenti, pas d'incident. Et il y a en ce moment un arrêt stand pour l'Oreca de la formation United Autosport avec Woodoven numéro 32 qui s'arrête. Changement de pneus. Et la voiture devrait pouvoir repartir. Les rébellions, Romain Dumas, Gustavo Menezes, 11 secondes entre les deux voitures. 2 et 3e, les sœurs rivales finalement, pour ne pas dire les sœurs ennemies. L'arrêt ces derniers instants de la Ferrari Rizzi Competition avec Jules Gounon. Bon, sont en ce moment les Aston Martin numéro 97 et Ferrari numéro 51. Elles sont 20 et 21e du général, 1 et 2 bien sûr de leur classement, avec 45 secondes et 9 dixièmes. L'avance que l'équipage de l'Aston Martin numéro 97 s'est constitué. Pas très important, hein. Seulement 40 secondes sur la Ferrari numéro 51 que pilote en ce moment Alessandro Pierbini. L'équipage de l'Aston Martin numéro 97 associe Alex Lynn à Maxime Martin et à Harry Tincknell. Simon Trummer est rentré au stand aussi, l'arrêt de l'Oreca Algarve numéro 25 en 14e position. Alex Brundle a repris le volant de l'Oreca United Autosport numéro 32 en 18e position. Sébastien Bourdet est avec la Ferrari Rizzi Competition numéro 82. En GTE-AM, arrêt ces derniers instants pour le ravitaillement de la Porsche numéro 99, la voiture du team Dempsey Proton Racing. Julien Andlauer était au volant. Yann Magnussen s'arrête avec le pilote Corvette Racing qui est avec une voiture jaune et noire. On pourrait croire que, mais c'est bien une Ferrari. Malheureusement, l'équipe de Doug Fern est restée cette année aux États-Unis. Et bien sûr, on ne doit espérer qu'une chose, c'est qu'on en termine, qu'on arrive à vaincre ce virus, pour laisser un autre virus prendre le dessus, le virus de la passion pour Le Mans. Celui-ci ne connaît pas de traitement de remède, et tant mieux, il n'en faut pas.
Julien Andlauer est reparti. Jan Magnussen s'arrête donc avec la Ferrari jaune et noire, mais c'est bien une Ferrari du team GMW Motorsport dont il est question. 33e position. Marco Gomez s'est arrêté avec la Ferrari du Hub Auto Racing. On se souvient de messages d'alerte des commissaires. Il y a un bon quart d'heure de cela qui avait signalé que la 72 parfois avait eu tendance à être un peu moins vite au niveau de ses passages, son allure de passage, un peu moins vite que l'allure générale du peloton. Elle est à son stand, il faut espérer que l'arrêt soit bref, évidemment, pour cette voiture. La Ferrari de Rino Mastronardi, par contre, est apparemment un peu agonisante dans son stand. Elle y est toujours immobilisée. Ironman, c'est aussi, rappelons-le, le stand ou le numéro ou l'équipe même de l'équipage féminin. Avec la Ferrari numéro 85 pour l'instant, l'équipage féminin du GTEAM est en 9e position. Et revoyons ça, mais il me semble bien que l'année dernière, c'est la place qui avait été la leur dans le classement des 24 heures du Mans. Exact. 9e en GTEAM. Cette année, elles sont 9e. Elles étaient 39e général il y a un an. Ah, elles sont 36e cette année, mais ce que l'on retient avant tout, c'est vrai dans une catégorie dont on n'est pas concerné par la victoire au classement général. C'est la place dans sa catégorie. Et septembre 2020, juin 2019, elles étaient 9e, elles le sont encore, mais là nous avons encore 3h43 devant nous pour voir l'équipage Ferrari féminin en GTEAM gagner, pourquoi pas, une position. Que faut-il faire pour cela? Eh bien, il faut combler le retard d'un tour qui, justement, sépare en ce moment la Ferrari de l'équipage féminin de la voiture du Ludzic Racing, en ce moment pilotée par Francesco Piovanetti, mais rappelons que cette voiture avait été la voiture de l'Hyperpole en GTEAM, et ce, avec la performance de l'excellent Comme le Dogan. Donc là, mesdames, il va falloir être forte pour tenter de déloger la 34e position, la Ferrari du Ludzic Racing, numéro 61, 34e donc. L'arrêt de Romain Dumas ces derniers instants, l'arrêt de Romain Dumas. Et l'arrêt de la Porsche numéro 77 également, l'arrêt de la voiture du Dempsey Proton Racing avec la 2e place en GTEAM. Romain Dumas reparti. Romain Dumas est reparti. Arrêt de la Aston Martin numéro 95, l'arrêt de la 3e des GTE Pro. Alors que sur les écrans en ce moment, on suit justement la progression des rébellions qui ont de nouveau changé leur place avec les ravitaillements. Romain Dumas est à globalement 1 minute de la voiture sœur. Et la rébellion numéro 1, Gustavo Menezes, qui passait à l'instant la chicane Michelin. Alors c'est intéressant parce qu'elle est rattrapée par la Toyota numéro 8, qui est la voiture de tête. Si la Toyota devait dépasser la rébellion, l'écart serait dès lors de 5 tours entiers. Là, on peut dire que la Toyota a 4 tours,9. Ça n'existe pas, c'est évidemment une image, mais 4 tours,9 d'avance sur la rébellion numéro 1. Alors, est-ce que d'un côté, Gustavo Menezes va résister, histoire d'énerver un peu le pilote Toyota? Est-ce que le pilote Toyota va vouloir à tout prix passer la rébellion et éventuellement prendre quelques risques? On va le voir. Ben oui, effectivement, ça c'est fait. Il a réussi, Brandon Hartley, à doubler la rébellion et on sent là qu'il y a une réaction quand même de la part de Gustavo Menezes, qui au freinage du virage d'Arnage était carrément dans l'extracteur de la voiture de Brandon Hartley, mais qui voilà, a finalement maintenant bien ses 5 tours entiers d'avance sur la rébellion numéro 1 des voitures qui passent le virage Porsche, les virages Porsche. Voilà, ce fameux virage à gauche en descente qui amène vers la grande courbe à droite pour ces deux voitures, qui reviennent ensuite vers cet enchaînement de virages qui n'est pas toujours très évident, surtout avec ce dévers. Dans la ligne droite qui mène vers la chicane Ford. Gustavo Menezes arrête là le duel, n'insiste pas davantage car l'heure est venue de ravitailler pour le pilote de la rébellion numéro 1. Et nous devrions avoir par conséquent
le passage par la ligne droite de départ de Romain Dumas dans un petit instant, une bonne minute, ce qui à ce moment-là nous amènera à dire que la rébellion numéro 3 récupérera la deuxième position du général. Un pilote, Gareth Gristan, en l'occurrence pour le Nilsson Racing avec l'Oreca numéro 24, 30e, tourne à l'instant en 3:30, 858. Elle aussi, c'est le meilleur chrono qui a été enregistré. Quant à la cadence avec laquelle les pilotes du Nilsson Racing ont mené leur voiture dans ces 24 heures du Mans. Pour l'instant, ils sont en 30e position et figurent à la 17e place du classement des LMP. François Perrodo pilote la Ferrari F-Corse numéro 83, deuxième du classement des GTE-AM. Attention Matteo Cairoli qui est derrière là aussi. Il y a une très belle lutte pour les 2-3e marches du podium en GTE-AM. L'Aston Martin numéro 90 domine ce classement. Et pour l'instant, elle a cette Aston Martin 3 minutes 12 d'avance sur la Ferrari Rizzi Competition de Sébastien Bourdet. Alors évidemment, ce sont deux GT, mais pas dans la même catégorie. Si Sébastien Bourdet devait revenir sur l'Aston Martin, il avait dépassé, il s'emparait de la 25e position, mais resterait 5e pro, et même avec une 26e place contre une 25e en ce moment, l'Aston Martin resterait leader des GTE-AM, ce qui sur la feuille de route constitue la mission prioritaire pour le team TF Sport de Sally Bioluk, le pilote russe. L'arrêt à l'instant de Brandon Hartel avec la Toyota numéro 8. L'arrêt de la Toyota numéro 8. Retour sur... retour sur le nombre de tours couverts par cette voiture. La Toyota numéro 8, rappelons-le, est donc en tête des 24 heures du Mans depuis le 194e passage. Là, elle est dans son 330e. En ce moment, nous avons observé un total de 13 changements de leader dans le classement des LMP1. En LMP2, la voiture de tête avec le numéro 22 et l'Oreca du team United Autosport. Elle est en ce moment pilotée par Philippe Albuquerque dans une voiture qui est passée en tête depuis son 235e tour. En ce qui concerne le classement des GTE Pro, là les changements de leader. Peut-être un petit peu moins nombreux ces derniers temps, mais il y en a quand même eu 38 des variations au niveau du passage en tête de la classement GTE Pro. 38 variations, ce qui n'est pas mal. L'Aston Martin numéro 97 est dans son 285e tour. Et pour la catégorie GTE-AM, domination depuis quelques boucles de cela de l'Aston Martin numéro 90.
Nous avons là aussi eu 31 marquages au niveau du changement de leader pour la catégorie des GTE-AM. Et la 90 est en tête depuis son 199e tour. Aston Martin numéro 90. En ce moment, 25e. Tours de couvert de façon non-stop en tête du classement des GTE Pro à 10h55 pour l'Aston Martin numéro 90 en 25e position. Retour en tête pour Brandon Hartley, retour de la voiture de tête avec la Toyota numéro 8. Alors la Toyota numéro 8 et la rébellion de Gustavo Menezes. Et là ça devient aussi très intéressant parce que nous avons en ce moment, dans l'ordre de passage de ces voitures, la Toyota numéro 8 qui a dansé rétro. Les deux rébellions ils vont se disputer les 2 et 3e marches du podium. Imaginons qu'on en reste là par rapport à la Toyota numéro 8. L'histoire du Mans est faite de rebondissements. Et je suis sûr qu'en prononçant rien que ces quelques mots-là, vous savez ce à quoi nous faisons allusion. Rébellion pour la numéro 3 en ce moment. 2e position, écart de 3 secondes. 165 entre la numéro 3, 2e, et la numéro 1. Deux voitures qui passent à l'instant. Des virages Porsche. Alors il faut rappeler qu'il y a 50 secondes entre l'Aston Martin numéro 97 et la Ferrari numéro 51, 1 et 2 du classement pro. Et que Jonathan Adam avec la Aston Martin numéro 90 est en ce moment en tête du classement des GTE-AM avec globalement... Ouais, on peut considérer qu'il y a un tour entre cette Aston Martin et la première rivale qui est la Porsche numéro 56 engagée sous les couleurs du team Project One. Alors repasse à l'instant la Toyota numéro 8, voilà, qui a ses 5 tours d'avance sur la rébellion numéro 3, laquelle devance la rébellion numéro 1 de 2 secondes 591. 2 secondes 591. L'arrêt de Maxime Martin, l'arrêt de l'Aston Martin, leader dans le classement des GTE Pro. Maxime Martin qui rentre à l'instant au stand. L'arrêt de Maxime Martin. Et voilà qu'il est tout de suite 11 h. Nous allons en profiter pour donner tout le classement dans à peine 1 minute. Alors nous allons entamer aussi le décompte des 3h30 restantes d'ici évidemment au drapeau damier. Mais l'arrêt de l'Aston Martin numéro 97 va-t-il nous donner l'occasion d'assister à un Xème changement de leader en GTE Pro? La réponse est oui, même si l'Aston Martin devrait très vite repartir et profiter de l'arrêt de la Ferrari numéro 51 qui passe en tête pour repasser en leader des GTE Pro. Le dépassement que nous observons là de la Ferrari devrait coïncider avec le 39e changement de leader.
39e changement de leader avec la Ferrari numéro 51 qui passe en tête à 10h59. Et voilà, maintenant il est 11h. Voici donc le classement de ces 24 heures du Mans à 3h30 de la présentation du drapeau d'Ami. En tête la Toyota numéro 8. La voiture de Brandon Hartley actuellement, alors qu'il y a l'arrêt de Charles Hollings qui est à signaler. C'est avec Charles Hollings, la Ferrari du team Red River Sport, dont il est question, la Rivière Rouge. Brandon Hartley donc en tête avec la Toyota numéro 8. Sébastien Bumic et Tsuki Nakajima, ses coéquipiers, pour l'écart vis-à-vis des deux voitures du team Rebellion qui sont en ce moment à la lutte pour les 2 troisièmes places. 5 tours, c'est la marge d'avance dont la Rebellion ou dont la Toyota profite par rapport à la Rebellion numéro 3, qui elle a bien moins d'avance que n'en a la Toyota numéro 8 vis-à-vis pour la numéro 3 de la numéro 1 qui pousse derrière. Gustavo Menezes n'est pas à 4 tours, mais il est à 4 secondes seulement. 4 secondes 8. Donc attention à ce duel fratricide entre équipe Rebellion. Le Rebellion Racing, la numéro 3. Et donc en deuxième position, et la numéro 1 est juste derrière avec Gustavo Menezes. La 4e place pour la deuxième des Toyota TS 050 hybride. Donc la numéro 7, voiture que pilote en ce moment Kamui Kobayashi, associé à Michael Conway et à José Maria Lopez. Le retard vis-à-vis de la Toyota de tête et de 6 tours. Et en d'autres termes, la Toyota numéro 7 est à un tour du duo des Rébellions, séparé à l'instant à de 5 secondes. Donc à la régulière, Romain Dumas n'est pas rattrapé par Gustavo Menezes. On pourrait presque parler de stabilité d'écart. Gustavo Menezes n'est pas, entre guillemets, largué par Romain Dumas, mais l'écart, où il reste assez stable. On redescend 4-8, on était à 5 secondes il y a un instant. Nous verrons bien dans les prochains virages quelle évolution il nous présentera. United Autosport avec l'Oreca numéro 22. Philippe Albuquerque actuellement au volant. Domine le classement des LMP2 avec Paul Di Resta et avec Philippe Hansen. Le team Jota qui est avec Antonio Félix d'Acosta en deuxième position est aussi le premier team qui roule en Goodyear dans un classement dominé par Michelin pour le général et pour la catégorie LMP2. C'est le partenaire pneumatique de United Autosport. Philippe Albuquerque devance de 33 secondes. 33 secondes. L'Oreca Team Jota d'Antonio Félix d'Acosta. Une numéro 38 que pilote également Anthony Davidson et Roberto Gonzalez. Arrive ensuite en 7e position, 3e LMP2, le russe G-Drive Racing de Mikkel Jensen avec le numéro 26 Roman Rusinov et Jean-Éric Vergne. Le retrouve en 8e position, numéro 31, l'Oreca Panis Racing de Julien Canal, de Nicolas Jamin et de Mathieu Vaxivière. 9e position pour l'Alpine Signatec Alpine Elf, numéro 36, actuellement aux mains de André Negrao, voiture également pilotée par Thomas Laurent et par Pierre Rague. 10e l'Oreca ce 24 As by Graf avec Charles Milesi, numéro 39. Elle est également pilotée par Vincent Capillaire et par James Allen. 11e position l'Oreca Idexport avec le numéro 28. Une Oreca que Richard Bradley pilote en ce moment, alors qu'il y a l'arrêt de Kamui Kobayashi avec la Toyota numéro 7. Donc Richard Bradley actuellement au volant de l'Oreca Idexport, numéro 28 en 11e position. Paul Lou Chatin, Paul Lafargue. 12e, l'Oreca Cool Racing, numéro 42, avec l'Oreca d'Antonin Bourgain, d'Alexandre Coigny et de Nicolas Lapierre. On retrouve 13e, l'Oreca Richard Mille Racing Team de Sofia Fleur, c'est la voiture de l'équipage féminin, numéro 50, avec Tatiana Calderon, et avec Betsk Visser également. 14e position pour l'Oreca Algarve Pro Racing, numéro 25. Une voiture qui associe John Fald à Matthew McMurray et à Simon Trumer. L'on retrouve en 15e position la Dallara du team Settela Racing avec Andrea Bellicchi
Roberto Lacorte et Giorgio Sernagiotto. 16e position pour l'Oreca Idexport numéro 17 avec Jonathan Kennard, Patrick Pilet et Kyle Tiley. 17e l'Oreca Dragon Speed de Henrik Edman avec le trio Henrik Edman certes, mais aussi Ben Hanley, Renger, Van der Zande. 18e position pour United Autosport numéro 32 et Alex Brundle, une voiture que pilote aussi Will Owen et Job Van Neutert, qui a connu un problème de conduite d'huile dans la nuit qui lui a coûté la tête dans la catégorie LMP2. Mais l'essentiel pour le team United, c'est d'être en tête de cette même catégorie avec la numéro 22. La numéro 32 est donc pour l'instant 18e et 14e dans le classement LMP2. Suit 19e l'Aligier Eurasia Motorsport numéro 35 avec Nobuya Yamanaka, Roberto Meri et Nicolas Foster. Elle est en ce moment à la 15e position du LMP2. Cette 19e place équivaut à la 15e du LMP2. La 20e est la première des GTE Pro et c'est important de rappeler qu'en fonction des arrêts ravitaillement, la place de premier s'échange entre la Ferrari F-Corse numéro 51, actuel leader, avec l'Aston Martin numéro 97, que pilote Maxime Martin, pointé à 19 secondes 05 de la Ferrari. 22e, nous revenons un instant au LMP2 avec l'Oreca Racing Team Nederland de Nick De Vries. 23e position pour la deuxième Aston Martin officielle en GTE Pro, la numéro 95. René en cours pour Richard Westbrook, également associé à Niki Team. Il y a Marco Sorensen. 24e, la deuxième Ferrari F-Corse, la numéro 71 de Sam Bird de Miguel Molina, de David Erigon. 25e, la voiture de tête pour le classement des GTE AM, l'Aston Martin TF Sport. Elle est en ce moment pilotée par Jonathan Adam. Une feuille de route elle aussi parfaitement respectée pour cette équipe qui ne commet pas d'erreur du tout. Constance, performance, ça commence à payer pour Jonathan Adam, Charlie Eastwood et Sally Yoluck, même si la voiture rentre à l'instant au stand. Elle est en 25e position devant la Ferrari Red Competition de Sébastien Bourdet, qui est une voiture en GTE Pro. 26e position, dernier pointage. Sébastien Bourdet et tout l'équipage Red Competition était à 2 minutes 56 de l'Aston Martin. Si la Ferrari Rezzi devait passer l'Aston de couleur rouge, indépendamment du fait pour Sébastien Bourdet et ses coéquipiers de gagner une place, d'être 25e, cela n'enlèverait évidemment pas la position de leader de GTE-AM pour cette Aston Martin TF Sport. Et elle devance la Porsche Project One de Matteo Cairoli, numéro 56. Matteo associé à Edgio Perfetti et Larry Tenvord. Alors voyons voir l'écart. Par rapport à Sébastien Bourdet, il y a quand même 2 minutes 56. Et on a en ce moment Sébastien Bourdet qui devance un peu plus de 30 secondes la Porsche Project One. Donc considérons en effet qu'il y a au moins 3 minutes, allez, on va dire 3 minutes 40 entre en ce moment Jonathan Adam et Matteo Cairoli. Ouais, à peu près ce genre d'écart là. Presque un tour finalement entre l'Aston Martin, le leader en GTE-AM, et la Porsche deuxième en GTE-AM, mais qui est arrêtée au stand maintenant aussi pour ravitailler, alors que Sally Yoluck vient de repartir avec l'Aston Martin. Et preuve d'ailleurs que les écarts sont très serrés. Chaque fois qu'une voiture, ou presque chaque fois, s'arrête au stand, il y a une variante dans la composition d'un tiercé de tête. Sauf pour la place de leader en GTE AM, c'est toujours, même s'il y a eu changement de pilote et ravitaillement à l'instant terminé, c'est toujours l'Aston Martin numéro 90 qui est devant. Et la nouvelle deuxième est la Porsche numéro 77 avec Ricardo Pera, actuellement au volant. Et derrière lui, Larry Tenvord avec la Porsche du Team Project One numéro 56, également piloté par Egidio Perfetti et Matteo Cairoli. 29e position pour la Ferrari F-Corse numéro 83 de Manu Connard, de Niklas Nielsen et François Perraudot. Est-ce Niklas Nielsen? Oui, Emmanuel Collard, on va le rappeler, est le pilote actif qui a le plus grand nombre de participations au départ de ces 24 heures du Mans cette année, avec François Perraudot qui a aussi beaucoup fait pour que Emmanuel Collard nous rejoigne, alors qu'on avait été quelques 2-3 ans sans le voir.
C'est bien tout simplement, et c'est même récompensé par un statut de leader au classement du championnat du monde pour l'équipage numéro 83 dans le classement GTE-AM, avant évidemment la grande finale. Emmanuel Collard, 24e participation devant Yann Magnussen qui dispute ses 21e 24 heures du Mans ce week-end, et les 20e de Romain Dumas pour les 3 pilotes actifs ayant donc à leur palmarès le plus grand nombre de participations qui soit. La Ferrari F Corse pour Emmanuel Collard, 29e, 4e des GTE AM, 30e position pour l'Oreca du Nilsson Racing numéro 24. Gareth Grist est en ce moment au volant, ses coéquipiers Alexis Capadia, Anthony Wells. 31e position pour la Porsche du Gulf Racing avec Michael Wainwright numéro 86. Il a pour coéquipier Benjamin Barker et Andrew Watson. 32e position pour la Porsche du Dempsey Proton Racing, c'est la numéro 99. Avec Vuthikon, Insra Fouvasiak, Lucas Légeret et Julien Andauer. René en cours pour Julien, l'ex-vainqueur du classement des GTE-AM. Une victoire en GTE-AM, JMW Motorsport a également décroché cette timbale il y a quelques courtes années, puisque, rappelons-le, le team de Tim McWhirter, avec notamment certains Will Stevens, a déjà réussi à s'imposer dans le classement des GTE-AM. Cela nous ramène pour la numéro 66. Et bien, au résultat... Et c'est là qu'on se fait piéger. Était-ce il y a 2 ans? On va la récupérer tout de suite, ce résultat, en retournant voir justement, voilà, pour la numéro 37 avec la référence de Will Stevens. Il avait effectivement terminé gagnant le team de Jim McWhirter de la catégorie GTE-AM en 2017. Donc la Ferrari JMW est pour l'instant en 7e position des GTE-AM, 33e du général. La Porsche GT Team numéro 91 est 34e. La Ferrari Lutic Racing avec Francesco Piovanetti actuellement au volant est en 35e position avec, comme le Dogard, Osvaldo Negri Junior et donc Francesco Piovanetti. 36e position pour la Ferrari Iron Lynx de Michael Gattin numéro 85. 37e la Ferrari F Corse numéro 54 avec Francesco Castellacci, mais également au niveau de l'équipage Thomas Fleur et Giancarlo Fisichella. 38e position l'Aston Martin numéro 98. Ex-leader aussi dans sa catégorie. La 39e place pour la Ferrari Iron Lynx numéro 60. 40e la Porsche numéro 92 du Porsche GT Team. Bon, elle est en cours pour Michael Christensen. 41e la Porsche Proton Compétition numéro 78. 42e la Ferrari River. Et numéro 62. La 43e place pour la Porsche Project One numéro 57. 44e la Ligier Inter Europol Compétition. 45e la Porsche Project One numéro 89. 46e la Ferrari Hub Auto Racing numéro 72. 47e la Ferrari Iron Lynx numéro 75, même si pour la Hub et pour l'Iron Lynx on est assez réservé quant à leur sort à court terme. Et 48e position pour la Porsche Dempsey Proton Racing numéro 88. Les écarts, Romain Dumas, Gustavo Menezes, 7 dixièmes entre les deux rébellions. 7 dixièmes entre les deux rébellions. 1 minute 30 entre les voitures 1 et 2 du classement LMP2, notamment Philippe Albuquerque, Antonio Félix da Costa, 2 Oreca, une en Michelin, la United, une en Goodyear, la Jota. 1 minute 30. Alors qu'en GTE Pro, l'Aston Martin qui a profité de l'arrêt de la Ferrari numéro 51 pour repasser en tête jusqu'à ce que l'Aston Martin ravitaille à son tour et ainsi de suite. L'écart entre l'Aston et la Ferrari, considérons qu'il est de quasiment 1 minute. La Toyota numéro 8, Brandon Hartley.
revenu dans le sillage des rébellions. Ouais, les voitures du trio de tête qui ne sont pas la lutte immédiate, en tout cas la Toyota vis-à-vis des rébellions, et qui là voilà se tiennent dans une courte distance l'une de l'autre. C'est impressionnant cette image. Il ne faudrait surtout pas qu'il se passe des choses comme je ne peux pas parler de carambolage, mais là voilà, vous avez en ce moment les voitures du trio de tête qui évidemment se suivent. La Toyota Brandon Hartley va-t-elle passer assez rapidement la numéro 1 de Gustavo Menezes ou pas en vitesse de pointe? On sait que les rébellions n'ont pas grand chose à envier au Toyota. Direction la première chicane des Hunaudières. 322 km/h, point 9 pour la Toyota. Ah oui, effectivement, 339 km/h pour la rébellion de Romain Dumas, numéro 3. Dans la ligne droite, En fait, je disais une petite erreur, pardon, c'est la Toyota numéro 7 et non la numéro 8, mes excuses. La Toyota numéro 7 qui revenait sur les deux rébellions et qui d'ailleurs est toujours dans le sillage de ces deux voitures, mais la numéro 8 qui est détachée avec ses 5 tours d'avance est en ce moment en train de se diriger vers le virage de Mulsanne, ce qui fait qu'en fait elle n'a pas beaucoup d'avance par rapport à l'observation du passage de ces trois voitures. Brandon Hartley, effectivement en direction du virage d'Indianapolis. Et la Toyota numéro 7 a réussi à s'intercaler entre la rébellion numéro 1 et la numéro 3. Donc là en fait à l'image, attention aux effets trompe-l'œil, vous avez les voitures 2, 3 et 4e. La Toyota Kamui Kobayashi qui voilà, a réussi à être en position d'attaque. Enfin, voudrait bien réussir à se défaire de la rébellion, mais en même temps, Romain Dumas n'a pas envie de perdre du temps dans la manœuvre. Ouais. Et Kamui Kobayashi, en ayant dépassé la numéro 1 quelques instants plus tôt, on peut considérer qu'il revient finalement dans le même tour. Qu'en est-il? Est-ce que l'on peut considérer qu'il revient un instant dans le même tour que la rébellion numéro 1? La voiture voilà, passe à l'instant, ligne droite des stands. Ouais, en fait, non, il reste encore un tour entier d'écart. À combler, donc un tour entier à combler pour l'écart à combler encore une fois entre Kamui Kobayashi en 4e position et la rébellion numéro 1 qui est 3e et qui attaque son tour à seulement une demi-seconde de la voiture sœur. Et on sent que chez Rébellion on a vraiment envie de taquiner, de contrarier le Toyota Gazoo Racing autant que faire se peut. Dans les portions les plus vite, les rébellions vont bien, hein, sincèrement. On revoit d'ailleurs là à l'instant un freinage de Kamui Kobayashi qui est même complètement sous la pression des pilotes rébellions. Même si encore une fois il n'y a pas de dépassement, de perte de place pour la Toyota. Quoi qu'il se passe, elle reste pour l'instant en 4e position. Et dans la ligne droite, Romain Dumas, quelque part, ça en amuse. De quoi? De la bonne vitesse de pointe de sa voiture, même s'il est en sortie de chicane. Kamui Kobayashi un petit peu plus de watts peut-être que la rébellion.
Alors en même temps, Romain Dumas ne doit pas se déconcentrer ou oublier ce qui se passe derrière lui aussi. C'est-à-dire une autre rébellion qui sonne la rébellion. C'est Gustavo Menezes qui pilote la numéro 1. Et là, la bataille fratricide vise à s'emparer de la deuxième place. Romain Dumas numéro 3 l'occupe. Gustavo Menezes numéro 1 la convoite. Brendan Hartley pilote la Toyota numéro 8, Romain Dumas la Rébellion numéro 3, Gustavo Menezes la Rébellion numéro 1 et Kamui Kobayashi la Toyota numéro 7. Passage à Indianapolis pour les voitures de Romain Dumas. Du coup, Gustavo Menezes, Kamui Kobayashi a réussi à se détacher un tout petit peu des deux Rébellions. L'arrêt est terminé pour le ravitaillement autour de l'Oreca United Autosport numéro 32. Elle a repris la piste, elle est en 18e position, 14e place de sa catégorie. Ravitaillement en cours pour l'Oreca Algarve numéro 25 de Simon Trummer. Pendant ce temps, dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion, Romain Dumas continue de devancer Gustavo Menezes. Et on ne rattrape pas un double vainqueur de 24 heures du Mans et aussi un vainqueur de Pikes-Peak comme ça, même si là c'est beaucoup plus plat qu'à Pikes-Peak quand même. Oula, attention dans l'arrivée des chicanes Ford d'un côté et raccordement de l'autre. Voilà, ça passe pour la rébellion de Romain Dumas. Gustavo Menezes également est passé à l'instant. Monté vers la ligne droite des stands et en haut de celle-ci, la courbe d'un lot où arrivent les deux rébellions. Brendan Hartley dans son 338e tour. Les rébellions en 2 et 3e position, 802 millième au franchissement ligne de chronométrage il y a un instant pour la numéro 3. Allez, on va voir dans la ligne droite ce qui va se passer. Alors que Kamui Kobayashi est toujours à la 4e place. Que Philippe Albuquerque et Antonio Félix Acosta, les voitures 1 et 2 du classement des LMP2 sont séparées d'1 minute 32. En tête du classement des GTE pour l'Aston Martin est à la 20e place. Et devance d'1 minute 03 la Ferrari numéro 51. On revient également sur l'Aston Martin numéro 90. C'est la Aston en rouge. 90 son numéro donc. Elle est à la 25e place. En ce moment, on peut considérer qu'elle a un tour d'avance finalement sur la Porsche du Dempsey Proton Racing numéro 77, 27e du général, 2e GTEM. Nous étions hier à 14h30 avec 59 voitures sur la grille de départ, mais en effet, nous avons 48 voitures en course, alors que 3h06, c'est le délai qui nous sépare de la présentation du drapeau d'Amiens. Direction Mulsanne pour les deux rébellions qui reviennent dans le sillage de deux Ferrari. Une Ferrari en GTEM. L'autre me demande si c'était pas la Rizzi Competition, mais sous toute réserve. Simon Trummer pour l'Oreca Algarve Pro Racing qui est reparti alors que Romain Dumas et Gustavo Menezes
reste avec un écart, oui, à peu près stable. Il y avait eu 8e tout à l'heure, là il s'est peut-être réduit légèrement. Qui arrive au freinage du virage d'Arnage, toujours en 2e position. L'arrêt de l'Oreca numéro 31, l'arrêt de l'Oreca numéro 31, piloté par Nicolas Jamin, le Panis Racing, est en 8e position. 3 minutes 32 pour Nick De Vries, meilleur chrono pour Roberto Merhi, pardon, avec la Ligier Eurasien. L'arrêt de la rébellion numéro 3, ravitaillement programmé pour Romain Dumas, qui laisse pour l'instant évidemment la rébellion numéro 1 prendre l'avantage jusqu'à ce qu'elle ravitaille elle aussi et soit rattrapée par la numéro 3. Ravitaillement en carburant seulement. Romain Dumas ne descend pas de la voiture et on reste avec le même set de pneus Michelin. La 3 qui repart. L'arrêt de la rébellion numéro 1, l'arrêt de la rébellion. Gustavo Menezes rentre au stand. Gustavo Menezes qui rentre au stand. Julien Canal est au volant de l'Oreca Panis Racing. Il est resté au volant de cette voiture d'ailleurs, Julien.
Alors attention du côté des écarts, où là aussi ça devient intéressant. André Negrao avec l'Alpine du Signatec Alpine Elf Team est à 6 secondes, une avance de 6 secondes sur Charles Milesi avec l'Oreca du Saut 24 As by Graf. Donc Charles Milesi a un retard de 6 secondes seulement, même si là en fait il vient d'y avoir un arrêt pour Charles Milesi, mais l'écart n'est quand même pas très important. On se met pas mal de pression quand même sur les épaules de chacune des équipes en se disant il y a encore 3 heures devant nous. Il peut se passer beaucoup de bonnes choses.